L'Union européenne et le Royaume-Uni expriment leurs inquiétudes quant à la liberté des médias en Chine, ceci après que 2 journalistes européens ont été contraints de quitter le pays. L'un des derniers efforts de la Chine pour défendre ses actions dans la région du Xinjiang s'est peut-être retourné contre elle. Un résident du Xinjiang faisant l'éloge des camps d'internement semble avoir été démasqué comme étant faux. Shanghai renforce le contrôle public. Toute personne qui reste dans la ville pendant plus de 24 heures doit se présenter aux autorités. La chaîne d'approvisionnement mondiale des puces électroniques suscite des inquiétudes. Elle est désormais extrêmement vulnérable car les fournisseurs sont concentrés dans certaines régions avec Taïwan en tête. Une éventuelle crise dans cette région pourrait être lourde de conséquences. Et le régime chinois redouble d'efforts pour mettre au défi la domination du dollar américain. Mais selon les experts, cela ne risque pas d'arriver de sitôt. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. L'Union européenne et le Royaume-Uni expriment leurs préoccupations concernant la liberté des médias en Chine. Ceci après qu'un journaliste britannique et un journaliste irlandais ont été contraints de quitter le pays le mois dernier. Le correspondant de la BBC en Chine, John Sudworth, et son épouse ont quitté la Chine pour Taïwan il y a environ 2 semaines. Sa femme, Yvonne Murray, est la correspondante en Chine du télédiffuseur irlandais RTE. Dans un communiqué publié vendredi dernier, une porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a déclaré « L'Union européenne appelle la Chine à respecter ses obligations en vertu du droit national et international et à garantir la liberté d'expression et de la presse ». Elle a ajouté que l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations à Pékin concernant les restrictions de travail excessives imposées aux journalistes étrangers et le harcèlement dont ils feraient l'objet. En février, Pékin a annoncé qu'il retirait BBC World News des ondes en Chine. Cette décision est due à la couverture par la BBC des violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang. En septembre dernier, le gouvernement australien a aidé 2 journalistes australiens à quitter la Chine. Pékin avait auparavant tenté de les empêcher de partir. L'un des derniers efforts du régime chinois pour défendre ses actions dans la région du Xinjiang pourrait s'être retourné contre lui. Plusieurs habitants du Xinjiang ont pris la parole lors d'une conférence de presse il y a quelques jours. L'événement était organisé par le régime. Au cours de leurs remarques, les citoyens ont fait l'éloge des camps d'internement de la région. Un certain nombre de pays occidentaux accusent la Chine d'utiliser ces camps pour détenir arbitrairement, torturer et faire subir un lavage de cerveau à 1 million de Ouïghours, une minorité ethnique locale. Un grand nombre de ces mêmes pays ont sanctionné des responsables de Pékin pour leur implication dans ces violations des droits de l'homme. Et certains, comme les États-Unis, ont qualifié ce qui se passe là-bas de génocide. Contrairement aux appels lancés par l'Occident, les citoyens de Xinjiang qui se sont exprimés lors de la conférence de presse ont affirmé qu'ils bénéficiaient des programmes de formation mis en place dans les camps. Mais l'un d'entre eux pourrait avoir été démasqué comme étant un faux. Les médias chinois ont indiqué que son nom était Tairijiang Toti. Il a prétendu être diplômé du centre d'éducation et de formation de la ville de Hotan. Lors de son discours, Toti a exprimé sa gratitude envers les enseignants du camp. Il a ajouté qu'il respecte les coutumes traditionnelles des étudiants et les traite comme une famille. Il dit qu'ils lui ont enseigné le chinois de base, des connaissances juridiques et des compétences professionnelles. Toti a également remercié les enseignants pour avoir, selon lui, éliminé ses pensées religieuses extrêmes. Ce n'était pas la première fois que Toti apparaissait dans les médias d'État chinois. Mais la dernière fois, il avait une autre identité. L'année dernière, le porte-parole du Parti communiste chinois, Xing Huanet, a également fait un reportage sur Toti. Mais à l'époque, il était présenté comme un restaurateur prospère du Xinjiang. Dans cette vidéo, Toti ne mentionne aucune expérience dans un soi-disant centre de formation et n'attribue pas sa réussite à une formation professionnelle. Au lieu de cela, il a affirmé être retourné dans sa ville natale pour créer une entreprise après avoir obtenu un diplôme de l'une des universités les plus réputées de Chine, l'université Fudan de Shanghai. Il est communément admis que les étudiants ayant obtenu un diplôme dans une telle université maîtrisent la langue chinoise. Alors pourquoi aurait-il besoin d'apprendre les bases du chinois dans un camp? Les analystes le soupçonnent d'être commissionné en tant qu'acteur temporaire par le régime chinois pour prendre la parole lors de la conférence de presse. La mégalopole la plus peuplée de Chine renforce le contrôle public. À Shanghai, toute personne qui reste dans la ville pendant plus de 24 heures doit se présenter aux autorités. Les experts pensent que Shanghai est utilisée comme ville pilote et que ces mesures pourraient s'étendre à d'autres grandes villes. La nouvelle règle est entrée en vigueur jeudi dernier. Elle s'applique à tous les visiteurs temporaires qui se rendent dans la ville pour y suivre un traitement médical, suivre une formation, faire du tourisme ou mener des activités commerciales, ainsi qu'aux parents et amis des citoyens de Shanghai qui viennent en visite.
Mais les personnes qui entrent dans la ville pour une excursion de moins de 24 heures ne sont pas tenues de se déclarer. Les hôtels et autres établissements d'hébergement doivent désormais enregistrer les données personnelles de leurs clients sur un site web géré par l'État, en plus de l'enregistrement de base de ces derniers. La réglementation exige également que les employeurs déclarent leurs employés temporaires via un site géré par l'État dans un délai de 2 jours. Ceux qui ne se conforment pas à cette obligation sont passibles d'une amende pouvant atteindre 680 €. Sur la plateforme chinoise de réseaux sociaux Weibo, 160 millions de personnes ont lu l'annonce et les informations connexes. Depuis, la nouvelle réglementation a déclenché un tollé et un débat en ligne. Un internaute a accusé les nouvelles règles de discrimination. Il a écrit, je cite, « Les personnes venant d'autres endroits et visitant Shanghai doivent maintenant s'enregistrer et se signaler. Pourquoi? Nous, les gens de la campagne, nous devons être considérés comme des voleurs lorsque nous visitons la grande ville. C'est clairement discriminatoire et injuste. » Après que les plaintes ont commencé à affluer en ligne, les autorités de Shanghai ont publié un message de suivi. Elles ont déclaré qu'il y avait eu un malentendu et ont ajouté que l'enregistrement était volontaire. Mais certains internautes se sont demandé pourquoi les gens seront condamnés à une amende s'ils ne s'inscrivent pas, si cela est réellement volontaire. Monsieur Xu est un juriste chinois. Il pense qu'il est inévitable que les autorités chinoises imposent des mesures de contrôle aussi strictes. Il explique que les autorités veulent contrôler chaque détail du flux de population. Il note qu'ils vont probablement l'étendre à d'autres grandes villes comme Beijing, Guangzhou et Shenzhen. Selon une nouvelle étude, la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs est extrêmement vulnérable, ceci parce qu'elle n'est pas assez étendue. Taïwan est un des principaux producteurs, mais les conflits dans la région pourraient affecter l'approvisionnement en puces. Selon une nouvelle étude de l'industrie, la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs est devenue de plus en plus vulnérable, les fournisseurs étant exclusivement concentrés dans certaines régions. Par exemple, la fabrication des puces les plus avancées est entièrement située en Asie, principalement à Taïwan. You know, if there were to be some sort of disruption again in East Asia, you know, for whatever reason, that the United States might not be able to get the chips that it needs for a lot of its not just daily goods, but potentially, defense needs as well. Selon le rapport, si Taïwan était incapable de fabriquer des puces pendant 1 an, cela coûterait à l'industrie électronique mondiale près d'un demi-billion de dollars de revenus. Le président du Conseil des affaires américano-taïwanaises affirme qu'il n'y a rien à faire à court terme. In the longer term, however, there's strong geopolitical currents to diversify high-end manufacturing. So there's more of a balance on either side of the Pacific. These chips are a wonder of innovation and design that power so much of our country, enable so much of our modern lives. Le gouvernement américain y travaille. Le Congrès a présenté un projet de loi appelé CHIPS Act pour encourager les investissements dans la fabrication et la recherche sur les puces aux États-Unis. Et Biden propose 50 milliards de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs et la recherche. Ils ne veulent pas que les États-Unis soient dépendants en matière de technologie clé. What if the Chinese were to block Taiwan and sever Taiwan's ability to export its products, including semiconductors? We'd be seeing significant disruptions. Selon Walters, les semi-conducteurs sont très importants. As our electronic goods become more interconnected, as we develop faster TVs and smartphones and more connected automobiles and things like that, the demand for chips is going to continue to increase. Intel, TSMC et Samsung prévoient d'implanter 4 usines aux États-Unis. Pendant ce temps, la Chine donne des subventions à son industrie des puces pour tenter de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Le régime chinois redouble d'efforts pour mettre au défi la domination du dollar américain. Mais va-t-il réussir dans un avenir proche? Malgré ces efforts, le régime chinois est désormais moins susceptible de remettre en cause la domination du dollar américain, du moins dans un avenir proche. Selon un nouveau rapport de la Banque centrale de Taïwan, le régime ne dispose pas des conditions essentielles. Ces conditions sont nécessaires pour faire du yuan chinois une monnaie mondiale comme le dollar. Mais le régime garde espoir, il se concentre désormais sur l'introduction de sa monnaie numérique. Cette monnaie virtuelle est émise par sa banque centrale. Elle est déjà utilisée à titre expérimental dans plusieurs villes chinoises. Pour l'instant, la Chine est le leader mondial dans la course à la monnaie numérique. L'année dernière, un professeur chinois a affirmé que la monnaie numérique était suffisante pour changer la donne et faire du yuan chinois une monnaie mondiale. Mais la Banque centrale de Taïwan affirme que 3 facteurs empêchent la Chine d'atteindre cet objectif. Le premier est le contrôle strict des capitaux. Pékin exerce un contrôle strict sur l'argent qui entre et sort de Chine. Les transferts de fonds importants à l'étranger et les achats de devises sont tous soumis à un examen minutieux. Ces politiques ne sont pas susceptibles de changer de manière fondamentale. Not to mention enterprises and companies. Even for an individual, if your transaction is over tens of thousands of yuan, it is subject to immediate control. So the yuan now has 2 dead knots.
One is circulation, and the other is exchange. If these two knots are not untied, the talks of yuan internationalization are just empty words. Le deuxième problème auquel le yuan chinois est confronté est la confiance du public. The yuan needs to be used more in trade for it to be internationalized. If you want to expand its use, you have to gain trust. People need to trust the currency. Mais la crise de la dette intérieure de la Chine, le manque de transparence de son système juridique et les problèmes de confidentialité des données sont autant d'éléments qui remettent en question sa fiabilité. Le troisième facteur est de savoir si le yuan chinois peut être plus attractif que le dollar américain. Jusqu'à présent, la Chine représente environ 1/5 du PIB mondial, mais le yuan chinois ne représente qu'environ 2% des réserves monétaires mondiales, alors que les États-Unis en absorbent plus des 2/3. Bien que la Chine ait encore un long chemin à parcourir, elle fait les premiers pas en Asie pour promouvoir ses monnaies numériques. À la fin de l'année dernière, l'autorité monétaire de Hong Kong a annoncé qu'elle allait tester l'utilisation du yuan numérique pour les paiements transfrontaliers. L'année dernière également, Singapour a déclaré qu'elle discutait des moyens de travailler avec la Banque centrale chinoise sur la monnaie numérique. Le centre financier asiatique s'est montré disposé à établir des partenariats économiques stratégiques avec la Chine, notamment en contribuant à promouvoir l'internationalisation du yuan. Des responsables et des chercheurs chinois ont également suggéré de promouvoir sa monnaie numérique et le yuan dans le cadre de sa nouvelle route de la soie via ses pays partenaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.